Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent pour cet atelier. Évidemment, un immense merci à Julien Pierre d'être présent parmi nous. En quelques mots, je vais partager mon écran et je vais vous présenter un peu la structure de cet atelier. C'est un atelier un peu inhabituel puisque aujourd'hui, on va parler de sport. Donc, on est moins dans l'environnement purement business, professionnel, etc. On est plus dans un environnement sportif. Donc, on avait choisi de faire cet atelier aujourd'hui parce qu'évidemment, on est à 3-4 jours, je ne sais pas, de la finale de la Coupe du Monde qui a suscité beaucoup d'écrits et d'émotions autour de ces enjeux RSE. Eh bien, aujourd'hui, on avait la chance de connaître Julien Pierre qui faisait partie de notre écosystème. Et j'ai proposé à Julien d'être présent et de témoigner un petit peu sur ces sujets-là. Et encore un grand merci, Julien, d'être présent avec nous. Je veux bien que tu te présentes, Julien, expliquer un petit peu ton parcours sportif avant d'être engagé, ou peut-être qu'il était déjà. Donc, voilà, je te laisse te présenter si tu veux bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Charles-Henri, pour l'invitation ce matin. Euh, Présenter rapidement, moi je suis un ancien rugbyman professionnel. J'ai joué pendant 17 ans au haut niveau, 17 ans en top 14. Euh, j'ai- J'étais déjà engagé depuis longtemps dans la protection de l'environnement par des liens familiaux. J'ai créé il y a une dizaine d'années une fondation pour la protection de l'environnement et des espèces menacées par, par conviction personnelle, mais aussi par engagement familial. Et si, Euh, si je suis bien renseigné, il me semblerait qu'il y a un lien avec ton grand-père et un certain zoo. c'est ça, ouais, exactement. Mon grand-père a créé un parc animalier il y a 60 ans, et j'ai grandi dans cet univers-là où, oui, parc animalier, mais c'était surtout pourquoi un parc animalier? Qu'est-ce qu'on fait dans un parc animalier une fois qu'on a mis les animaux en cage, en captivité? Et donc, on a essayé d'améliorer le mieux possible leur captivité, qu'on a sensibilisé le mieux possible les visiteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et c'est, voilà, moi, je prends toujours cet exemple, mais au repas de famille, quand il y en avait le dimanche, ce qui était rare parce que tout le monde travaillait le dimanche, évidemment, mais c'était les discussions tournaient autour des espèces qui disparaissaient à travers le monde. Déjà, Et, il y a 60 ans, enfin peut-être pas, il y a pas 60 ans, t'es mais pas né, mais il y a 20-30 ans, il y a 20 ans, des discussions avec mon oncle, oui, il y en avait quelques-unes comme ça. Euh, une qui m'avait marqué, justement, qui m'avait dit, qui revenait d'un voyage au Congo et qui dit, on était dans une forêt pour voir le gorille. C'est génial, on voit le gorille, mais en fait, à côté, il n'y a plus rien. Parce que les rangers qui sont là pour suivre les gorilles, ils sont payés au lance-pierre. Et malheureusement, ben, pour survivre, ils doivent braconner tout ce qui est autour. Donc il y a les gorilles, mais autour, il n'y a plus rien. Et donc ça a ouais. été le combat de mon oncle, et forcément, ça m'a marqué. Et puis j'ai eu la chance de voyager avec lui en 2009. J'étais encore joueur de rugby, hein, j'ai arrêté en 2018, donc j'ai pas dit à très longtemps. J'ai voyagé avec lui en 2009 à Sumatra. Et, euh, et pendant les 15 jours où on était en forêt, on était assez loin en forêt, j'ai vu un paysage dévasté, enfin voilà, la forêt brûlée, la mangrove rasée au bulldozer. Malheureusement, des paysages qu'on voit de plus en plus à la télé. Mais quand on les voit en J'imagine. vrai, quand on est au milieu, ça met un sacré shoot. Et c'est là que j'ai décidé de ce premier engagement, cette fondation, qui existe toujours. Euh, Comment elle s'appelle cette fondation? Tu peux redire le nom? Elle s'appelle Play for Nature. On a changé de nom depuis le mois de janvier pour se rapprocher évidemment de Fair Play for Planet. Euh, et on a trois axes sur cette formation, cette fondation, pardon. C'est la protection la sélection, la recherche et le soutien de programmes de conservation in situ. Donc, conservation, c'est la protection des espèces menacées et leur écosystème et de la biodiversité. Donc, on soutient plus de 15 programmes cette année à travers le monde. Un programme d'éducation, on a développé des outils pédagogiques qu'on voit dans les écoles de 6 à 18 ans pour sensibiliser les jeunes à la biodiversité. Donc, c'est un programme qu'on a lancé pendant le Covid. Et on a quand même réussi à sensibiliser plus de 6000 écoliers jusqu'à aujourd'hui, juste en Auvergne. Et un troisième pilier qu'on a lancé là il y a très peu de temps, cette année, qui s'appelle Biodive Sport, pardon. Et l'idée, c'est d'aller soutenir des programmes
financièrement, mais aussi techniquement, quelque part, qui utilisent le sport comme moyen pédagogique, comme moyen de sensibilisation aux populations autochtones à la protection de la biodiversité. Pour prendre un exemple très précis, j'ai été au Kenya il y a quelques jours, et on soutient les Jeux olympiques Maasai. Euh, et il y a encore très peu de temps, au Kenya, il restait une vingtaine de lions. Alors, il y a 10 ans, aujourd'hui, il y a plus de 200 lions, en partie parce que les Maasai, au passage à l'âge adulte, c'est un rite annuel, devaient tuer un lion, devaient chasser le lion et tuer le lion. Et en fait, une ONG là-bas, Big Life, a créé, en partenariat avec David Rudisha, qui est le recordman du 800 mètres, qui est un Kenyan, ont créé les Maasai olympiques. Et en fait, maintenant, pour devenir un guerrier Maasai, on Le doit plus tu es un lion. on doit plutôt un lion, on doit participer à ces jeux, de la course à pied, de saut en hauteur, et du lancer de javelot, un lancer, c'est une sorte de massue qu'ils ont là-bas. Enfin, voilà. Et ils utilisent vraiment le sport comme moyen de changer les mentalités. Et on veut vraiment aussi, avec notre fondation, aller soutenir ce genre de programme. Donc voilà, voilà un peu dans l'univers dans lequel j'ai vécu, euh, très, très axé sur la protection des espèces menacées de leur écosystème, mais aussi soutien aux hommes. Parce que il y a une deuxième chose que j'ai retenue sur mon enfance et l'engagement de mon oncle. Il avait, il a soutenu une association, une ONG, pareil, au Niger, il y a très longtemps. Et il avait été voir le président de l'ONG, Omer, qui lui a dit, ben, putain, je veux sauver les girafes. Et Omer il l'avait regardé, il a dit, mais sauve les hommes, nous les girafes, on va s'en occuper. Ouais, bien Et, sûr. et c'est quelque chose qui m'a marqué, une phrase qui m'a marqué, et qui a marqué mon oncle et qui m'a marqué. Et c'est aussi ce qu'on veut faire avec notre fondation aujourd'hui. C'est aussi améliorer le quotidien de toutes ces personnes-là, parce que il y a aussi besoin de les soutenir. Tu as pas mal parlé de sport, Julien. Je sais que tu es quelqu'un de très humble, mais rappelle-nous un peu ton parcours sportif, quand même. Moi, j'ai commencé à La Rochelle, il y a longtemps maintenant, il y a très longtemps. Puis On dira pas quand. je suis parti à Bourgoin pendant 5 ans, CSBJ, donc on a eu la chance de vivre des bons moments. Et puis je suis parti à l'ASM Clermont-Ferrand pendant 7 ans, et j'ai fini à la section paloise les 3 dernières années. Donc tout ça, j'ai eu la chance de jouer euh, beaucoup de matchs, beaucoup de matchs à Et très en haut gagner niveau. quelques-uns, dont il me semble le tour de la destination, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, on a eu la chance avec l'équipe de France de gagner le Tour de Destination en 2010, de gagner la même année le Championnat de France avec l'ASM en 2010. Et puis voilà, la chance de jouer avec des joueurs extraordinaires, qui sont pour certains devenus des amis, et puis vivre des moments comme peuvent vivre les joueurs de l'équipe de France de foot aujourd'hui, hein. Euh, c'est le sport de haut niveau, on voit ce qui brille parfois quand les victoires, Hmm. mais c'est aussi beaucoup de sacrifices, Ouais. que les gens ne voient pas forcément. Je prends cet exemple, moi, hein, précisément, pendant 17 ans, je me suis interdit d'aller au restaurant à partir du mercredi soir, par exemple, parce qu'il y avait le match le week-end, et que il y a besoin de reposer, de se reposer, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention pas se surexposer aussi. Donc, et encore, moi, j'étais qu'un petit joueur de rugby, donc j'imagine des joueurs aujourd'hui comme Mbappé et compagnie, ils ont des contraintes, leur vie, je leur laisse un petit peu, même si, euh, même s'ils gagnent beaucoup, peut-être, il y a quand même beaucoup de contraintes derrière qui doivent être pas évidentes à gérer. Ouais. C'est un autre débat. On parlait de Mbappé, mais on reviendra dessus tout à l'heure, si tu veux bien. Très bien. Et juste pour conclure, j'ai envie de dire l'introduction, depuis quand tu as arrêté ta carrière et qu'est-ce qui s'est passé depuis et depuis quand tu as monté Fair Play for Planet? J'ai arrêté en 2018 à la section paloise. J'ai fini capitaine de la section paloise, et le club m'a demandé de rester en poste. Et j'étais directeur du développement et de la formation pendant 2 ans. Et j'avais demandé de m'occuper de toute la partie éco-responsabilité au sein du club, sachant que les clubs de sport sont déjà très engagés sur la partie sociale, sociétale,
même si c'est très décousu. Vraiment m'occuper de la partie éco-responsabilité, environnement. Donc et en parallèle, j'ai repris mes études à ce moment-là, à Toulouse Business School et mon mémoire, je te c'est la création d'un label environnemental pour les clubs et événements sportifs. Donc je suis resté 2 ans à Pau, donc jusqu'à peu près jusqu'au covid, hein, c'était à peu près ça le timing. Et après, après, on a commencé à s'entourer de pas mal de monde. Donc, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Euh, et puis, on a lancé Fair Play for Planet en novembre 2020. Super. Eh bien, parfait. Je vais repartager mon écran. Super, t'es bien. Je préférais te voir en grand. En 2 mots, on va présenter Possible Work Club. C'est vraiment en 2 mots. C'est pas l'objet d'aujourd'hui. Sport, RSE, quels enjeux? On vous a fait un petit bilan, à la fois des polémiques qu'il peut y avoir dessus, mais aussi des enjeux qu'on voit pas forcément en tant que sportif, en fait, hein. Moi, je suis personnellement aussi très sportif, donc c'est des sujets qui me touchent particulièrement. Je fais pas mal de courses à pied ou de trail et quand je vois qu'à chaque fois que je fais une course, on me donne un nouveau t-shirt dont je n'ai absolument pas besoin, que je refuse, hein, mais quand je vois aussi que même ces grands coureurs laissent derrière eux des tubes de trucs énergétiques, enfin, ça me rend fou, quoi, clairement. Mais ça a un impact, donc clairement, c'est intéressant d'aborder ces sujets-là. On va voir les points d'impact et les leviers d'action. Et puis, on fera un focus, évidemment, puisque c'est l'objet d'aujourd'hui, sur ton label. Qu'est-ce que ça couvre? Comment ça fonctionne? Et donc, n'hésitez pas, à ceux qui participent à ce webinaire de poser vos questions pendant le webinaire ou après. On est en petit nombre aujourd'hui, donc si vous voulez aussi, entre guillemets, lever la main, prendre la parole en direct et poser une question en direct à Julien, c'est évidemment avec plaisir, hein. C'est le dernier webinaire de l'année, comme je le dis, donc on est en format détente aujourd'hui, donc sentez-vous détendu et ouvert à la discussion. Alors, je reprends juste rapidement. En 2 mots, nous, Positive Workplace, c'est un label RSE qui existe depuis 3 ans et demi. On a plus de 150 entreprises qui sont accompagnées dans cette démarche-là. Et on a 2 métiers. Le label qui nécessite l'interrogation des parties prenantes pour être labellisé, donc pour éviter le greenwashing. Rien de mieux que de proposer, de demander de manière anonyme comment un salarié, un client ou un fournisseur ressent l'engagement de l'entreprise et est-ce que l'entreprise est vraiment engagée ou pas. Et l'autre métier qui prend pas mal d'ampleur aujourd'hui, c'est Scoring by PWP, qui est une plateforme d'évaluation des partenaires de tout type d'organisation. On travaille avec La Redoute, avec Cdiscount, l'IRECO, l'Impact Score du mouvement Impact France, d'être aussi hébergé par cette plateforme-là. Donc, on a GRT Gaz aussi depuis peu, filiale d'Engie. Donc, on a pas mal de clients aussi qui travaillent avec nous sur ces sujets-là. Et ce qui fait le lien entre nous deux, Julien, c'est qu'on s'est rencontrés, c'était avant Covid, hein, déjà. On s'est rencontrés avant Covid, au moment où tu lançais plus ou moins Fairplay, et on avait eu un échange très riche sur finalement un regard croisé sur ton référentiel, et puis on avait profité pour déjeuner ensemble. Je regarde un très bon souvenir. Voilà. Et depuis, on a gardé le lien, puisque je crois que Thomas Parouti fait partie de ton comité éthique, qui fait aussi partie du nôtre. Donc, il y a des liens assez proches dans ces sujets-là. Bref, on Et puis, passe. on est quelque part dans le même univers. Ah, on est clairement dans le même univers, tout à fait. Voilà. Euh, donc, Thomas, si tu veux bien prendre la suite, c'est toi qui as préparé ce slide-là. Oui, Quand je effectivement. vois tout ce qui est écrit, je trouve ça affreux, mais on y va. C'est simplement des titres de presse, parce qu'en fait, la raison pour laquelle on fait ce webinaire aujourd'hui, alors c'est d'abord parce que on connaît Julien Pierre et que Positive Workplace et Fair Play for Planet ont une histoire commune, mais c'est aussi en fonction de la période là, entre la Coupe du Monde, les prochains Jeux asiatiques d'hiver qui vont se tenir en Arabie Saoudite. Voilà, il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur le sport et sur on interroge vraiment sur l'impact du sport. Alors aujourd'hui, ça montre que déjà les mentalités changent sur ces sujets-là. Alors pas forcément sur tous les sujets. Les joueurs, on se rappelle, on a tous cette image de Kylian Mbappé et Christophe Galtier qui se moquaient de la question d'un journaliste qui interrogeait sur une équipe du PSG qui avait pris l'avion pour faire un Paris-Nantes. C'est vrai que le Paris-Nantes en train, c'est assez rapide. Donc aujourd'hui, voilà, on voit que c'est un sujet qui prend de l'ampleur et on va aujourd'hui se poser la question, voilà,
c'était intéressant pour nous d'avoir Julien Pierre sur ces sujets-là, parce que c'est important d'avoir des acteurs comme Fair Play for Planet aujourd'hui dans ce milieu-là, qui montrent qu'en fait aujourd'hui, effectivement, même si la Coupe du Monde au Qatar, le boycott, comme on est un peu en train de gagner, je ne sais pas si le boycott va tenir super longtemps. Mais c'est important de montrer qu'il y a des acteurs engagés aussi sur ces sujets-là et que tout n'est pas tout noir. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. En fait, il y a beaucoup quand même de leviers d'action qui sont spécifiques au sport. Alors, là, je parlais du Paris-Nantes en train. C'est que le transport, aujourd'hui, c'est environ 80% du bilan carbone d'une manifestation sportive. Julien nous communiquait aussi le chiffre la semaine dernière. Il disait qu'environ chaque week-end en France, c'est 3 millions de kilomètres qui sont parcourus pour se rendre aux différents entraînements, aux différentes rencontres de football. Alors là, on a mis il y a les déplacements des sportifs, bien sûr. Donc, c'est ceux qui font le plus parler parce que c'est eux qu'on voit dans les jets privés. Il ne faut pas oublier que c'est à peu près 5-15% maximum en fait, de la part des déplacements. Le reste, ça va être vraiment les supporters. Quand on fait une grosse manifestation, par la Coupe du Monde du Qatar, vous imaginez bien que faire venir l'intégralité des supporters, c'est compliqué de le faire à pied. Donc, la plupart du temps, ils prennent l'avion. On a également tout le côté infrastructure qui est très important. Alors, que ce soit, par exemple, une enceinte sportive classique, un gymnase, un dojo, une piscine, une patinoire, il faut notamment le chauffer. Là, c'est la période des rénovations thermiques des bâtiments. Ou le climatiser. Voilà, ou le climatiser, effectivement. On estime aujourd'hui que 40% de la consommation électrique d'une enceinte sportive, elle est gaspillée en déperdition de chaleur, d'ailleurs, principalement. Donc, c'est des sujets qui sont intéressants. Et puis, par exemple, on pense au stade, on pense pelouse. Une belle pelouse verte en plein milieu du désert. Voilà, exactement. Bon, on pourrait parler de golf aussi, mais là, plus principalement, on parle de sport. Il faut, je crois que c'est en France, c'est 100 milliards de litres pour arroser les 30 000 terrains de gazon naturel de football en France. Voilà, sachant que la plupart, on utilise souvent de l'eau potable, ce qui est un peu dommage. L'eau, objectivement, elle n'aurait pas besoin d'être potable dans plus de la moitié de l'utilisation qu'elle a. Donc, soit l'arrosage, le nettoyage, ces choses-là. Il y a aussi la question de l'équipement, donc des maillots, des ballons. Souvent, en plus, on sait que dans le sport de haut niveau, il faut des équipements qui soient de très bonne qualité. Donc, ça pose la question aussi du neuf, de qu'est-ce qu'on fait ensuite une fois que le ballon est un peu abîmé. Et puis, il y a aussi la question de la représentation en fait, publique. C'est pour ça que l'exemple de Mbappé et Christophe Galtier a fait plus de bruit finalement que pas mal d'autres choses. C'est parce que ça pose aussi cette question-là. C'est des gens qui ont une couverture médiatique qui est très importante et donc aussi qui ont potentiellement une responsabilité à porter sur ce sujet-là. Que ce soit, ça pourrait être par exemple pour le choix de sponsors publicitaires ou même tout simplement sur les attitudes qu'ils peuvent avoir dans les conférences de presse. C'est intéressant. Voilà, donc il y a quand même des actions qui sont spécifiques au sport. Il y en a d'autres qui sont un peu. Là, c'est peut-être que toi, Julien, tu pourrais mieux me présenter cette affiche. Moi, c'est quand je cherchais, quand je préparais ce webinaire et que je cherchais à me renseigner vraiment sur les actions pour faire un sport plus vert, je suis tombé par hasard justement sur ce document de Fair Play for Planet qui vient donc qui est le label de Julien. Peut-être que c'est plus à même que moi pour présenter ce sujet. Bien sûr. Juste avant de revenir sur cette affiche, je vais revenir un peu sur tes propos, Thomas, et merci pour les chiffres. Tout d'abord, le sport, ça représente 1% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est 1% des consommations énergétiques en France, à peu près. Par contre, le sport, par son influence, comme tu l'as évoqué tout à l'heure avec Galtier ou Mbappé, pour le sport professionnel, par son devoir d'exemplarité, parce que le sport a un devoir d'exemplarité aujourd'hui, je pense, par son rôle pédagogique, de sensibilisation, d'éducation pour le sport amateur, ça représente bien plus d'1% au final. Parce que quand on parle au sport et quand un sportif s'engage, et quand Mbappé rigole sur une blague, ou quand Mbappé demain va dire on n'utilise plus de bouteilles en plastique, c'est pas Mbappé qui le fait, c'est par ricochet, par mimétisme, X, et dans son cas particulier, c'est X millions de personnes sur Terre qui vont faire la même chose. Ouais. Qui vont soit rigoler, soit changer leur comportement. Et donc, pour ça, le sport et les sportifs ont un rôle quelque part à jouer.
qui n'est pas forcément évident parce qu'ils sont aussi contraints sur un agenda. Moi, en tant que sportif, rugbyman, on faisait 40 matchs par an, entre 30 et 40 matchs par an. Et c'est des contraintes aussi dues à notre métier, de se déplacer, de partir le plus tard possible d'où on s'entraîne et de rentrer chez nous le plus tôt possible après notre match pour pouvoir récupérer le plus vite possible pour repartir la semaine d'après sur un nouveau match. Donc bon, c'est aussi des contraintes qui sont pas forcément évidentes pour les sportifs. Quelle position on prend véritablement Est-ce que tu là-dedans. décorrélerais le sport professionnel du sport amateur, du coup? Ah oui, c'est pour ça ce que je dis, je pense qu'il y a deux rôles distincts. Il y a vraiment ce rôle d'exemplarité du sport amateur, du Sport rôle professionnel. d'exemplarité du sport pro, pardon. En rappelant les chiffres de Thomas, c'est ce qu'on a évoqué ensemble, c'est que 80% du bilan carbone d'un événement sportif, et on est plus entre 80 et 90% du bilan carbone d'un événement sportif, c'est le transport des supporters. Euh, mais, mais encore une fois, ils ont ce devoir d'exemplarité. Et le sport amateur, il y a un rôle pédagogique. Parce que quand un éducateur, quand tu veux emmener ton fils au foot et que au lieu de manger un pitch, il va prendre un goûter de la boulangerie bio du coin, et au lieu de manger un soda, Coca-Cola pour ne pas le citer, il va prendre un jus de pomme bio du maraîcher du coin avec une bouteille en verre, avec le logo du stade, et cette bouteille sera consignée, l'impact il sera aussi énorme parce qu'il va prendre des habitudes, et il va les répéter, il va peut-être les amener à la maison. Et donc, c'est deux rôles et différents. Mais l'impact est le même aussi dans le sport. Donc, oui, je pense il faut décoller un peu les deux. Euh, mais chacun sont complémentaires les uns les autres et on ne pourra pas dire aux clubs de tous les clubs de France de foot, de rugby, il faut faire comme ça, si Mbappé, Dupont ou Djokovic font tout le contraire. Donc les deux vont ensemble et voilà, donc je pense qu'il faut avancer aussi sur ces deux sujets. C'est pour ça que nous, on souhaite on travaille des clubs pro et des clubs amateurs parce que je pense que les deux sont importants et sont partie d'une même machine parce que les joueurs pro viennent aussi du monde amateur. Donc voilà. Bien sûr. Et donc là, sur les actions, est-ce qu'il y en a une ou deux que tu veux commenter Oui, alors cette campagne, c'est une campagne qu'on a réalisée, c'est une campagne de communication qu'on a réalisée avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Euh, C'était on parle beaucoup d'engagement souvent, il y a eu beaucoup d'affiches qui ont été faites sur les engagements du sport. Et en fait, moi, j'en avais marre de parler d'engagement, je voulais parler d'action. Maintenant, je pense qu'il est temps de l'action. La transition, je pense qu'il ne faut plus parler de transition, il faut parler de transformation. Et je pense que le mot action, en plus, dans le sport, résonne, résonne d'autant plus. L'engagement, les sportifs l'ont sur le terrain. L'action, il faut qu'il l'ait aussi en dehors du terrain maintenant. Donc, c'était un peu regrouper tout ce qui peut être fait dans un club. On parle du transport. Oui, aller demain en covoiturage à entraînement ou en vélo ou en trottinette, oui, c'est un impact. Un titre individuel peut-être minime, mais si on y va tous, on sait comment l'échelle peut évoluer. Et puis après, c'est un peu reprendre tous les thèmes, les déchets, l'énergie, le gaspillage alimentaire, le temps sous la douche et Thomas l'a évoqué tout à l'heure sur l'utilisation de l'eau, nommer une référente au sein du club parce que c'est toujours important d'avoir que toute cette démarche soit construite et pilotée par quelqu'un. Des produits de saison, on l'a évoqué tout à l'heure, des journées d'échange de matériaux pour la seconde main, et le plastique et la gynéco, encore une fois, mais voilà. et C'est juste, des grandes lignes. Julien, je voulais rebondir sur le 6, là, nommer une personne responsable. Toi, aujourd'hui, dans les clubs que tu labellises ou que tu accompagnes, qui est-ce qui porte cette démarche-là? Est-ce que c'est les chefs d'équipe, les entraîneurs, ou est-ce que c'est des personnes à côté Euh, dans le alors, support? il y a des différents exemples. Souvent, ça part des dirigeants, parce qu'il faut quand même que ça parte des dirigeants, que ce soit une volonté des dirigeants. D'accord. De plus en plus de clubs recrutent des responsables RSE.
Euh, et on vient de signer un club et en fait, ils sont en train de recruter quelqu'un, justement, pour traiter ces sujets-là. On appelle ça Euh, aussi un responsable RSE, ça n'a pas un terme différent? Non, non, regardez responsable ça de là-bas. RSE. OK. Responsable de RSE. Euh, ou souvent les clubs professionnels, là, dans ce cas-là, créent une fondation ou un fonds de dotation qui gère toutes leurs actions sociales, sociétales, éco-responsables, on va dire. Et là, il y a une personne dédiée. Donc, il n'y a pas de modèle type. Euh, les clubs sont vraiment en train de structurer toute cette démarche aussi, petit à petit. Comme je disais, c'est des choses moi, en tant que sportif, quand j'entends que certaines personnes dire que le sportif pro est déconnecté de la société, j'ai envie de mettre des bémols parce que, oui, évidemment, le sportif vit dans une bulle, le sportif professionnel hein, vit dans une bulle et on est protégé de beaucoup de choses, mais le sportif pro, on a aussi beaucoup d'actions qui sont menées dans les clubs, où on va dans les écoles, on va dans les hôpitaux, des multitudes d'actions qui permettent de faire rêver les enfants, parfois. Ce Mhm. qui est aussi le rôle des sportifs, Il y il avait un faut le très dire. gros engagement sociétal dans le sport historiquement. Voilà. Et en fait, là, on est, je pense, à une période de pivot, justement, de bascule, où ces sujets commencent à devenir de plus en plus importants. Mais effectivement, ça reste encore, malgré tout, encore à la marge, hein, malheureusement. À la marge, parce qu'en fait, et j'ai eu l'exemple avec la section paloise, hein, quand j'avais dit au président, on joue en vert, devenons le club le plus vert. Euh, il a dit, bah vas-y, et j'ai commencé à interroger tout le monde, tout le monde dit, mais non, mais Julien, on ne fait rien, nous. On fait rien. Tu vas tomber sur un mur, et puis en fait, quand tu fais le tour de tout le monde, bah si, tout le monde fait un tout petit peu. Mais ce tout petit peu, quand tu le mets bout à bout, bah, ça commence à faire une petite pelote. Et puis après, c'est facilement d'embarquer du monde, en fait. Et que tu racontes l'histoire, et puis en fait, les actions découlent les unes après les autres. Puis en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie de le faire, et puis bah, tu connais l'histoire. Ouais. Euh, C'est et comme dans donc, les entreprises, hein, enfin, c'est classique. c'est classique. Et, et donc c'est aussi ça, c'est que parfois, dans les clubs, on se dit, ben non, ben on le fait pas, ou on est dans un secteur ben, de consommation où on fait déplacer les gens qui vont venir consommer au même endroit. Donc, ben non, si on communique mal, on va se faire taper dessus parce qu'en plus, ben, notre partenaire, c'est un tel ou un tel. Donc voilà, il y a aussi cette crainte un petit peu de parler de quelque chose et de se le prendre en retour de bâton, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y a une attente des spectateurs sur ces sujets-là? Alors, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps en Angleterre, il y a 1 ou 2 ans peut-être, qui disait que 60-70% des spectateurs seraient prêts à boycotter des événements sportifs s'ils ne prenaient pas en compte les engagements environnementaux. Et dans la Quand on voit les réalité, on prix. voit que 20 millions de téléspectateurs hier. C'est Oui, le record d'audience de TF1, je crois, de l'année, au moins. oui. Et le sport fait rêver aussi. Eh oui. Le sport fait rêver aussi, donc il y a toujours ce paradoxe, hein, on veut changer, mais on ne peut pas que ce soit le voisin qui change. Mais ce que je vois aussi, c'est que sur ces blagues du char à voile, parce que ça reste une blague d'un gamin de 23 ans, Hmm. hein, faut relativiser aussi, hein, ça reste une blague d'un gamin de 23 ans, alors, qui est peut-être dans un cocon, qui est peut-être dans beaucoup de choses. Mais cette blague, il y a 6 mois, il y a 1 an, je pense que la même blague était faite, on n'aura jamais parlé. Ça aurait fait 3 tours, 3 journaux, et puis c'était basta. Là, l'ampleur que ça a pris, ça veut dire que, et je reviens sur ta question, c'est que l'attente de la société n'est plus la même, que ce Et qui était fait avant n'est plus accepté. je Donc, n'ai pas suivi l'après. Est-ce qu'il s'est entre guillemets, excusé? Est-ce que toi, tu as eu, peut-être que tu connais un peu mieux ce. non, après, il n'a pas été bon. C'est après qu'il a pas Ouais. été bon. Moi, je pense que c'est après, surtout, il n'a pas été bon, parce que la question d'après, moi, du coup, évidemment, j'ai comme tout le monde, j'ai regardé les 3 minutes d'interview, mais ce qui m'intéressait, c'était de regarder ce qui s'était passé avant et après. Bon, je regarde jamais l'interview de Kylian Mbappé, mais moi, du coup, je l'ai regardé. Parce que c'est toujours intéressant de regarder juste un titre, c'est bien, mais regarder ce qu'il y a. Ouais, ouais, On résume beaucoup à 140 caractères aujourd'hui notre vie, mais ouais. un Je peu prends plus une long, quoi. aparté. Ce qui a fait
Enfin, ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est la rémunération du patron de Total il n'y a pas très longtemps, hein. Il y a eu des grèves, etc., en disant qu'il s'était augmenté de je ne sais plus combien de pourcents. En fait, dans la réalité, pendant le Covid, il avait baissé son salaire énormément. Il est juste revenu à son salaire qui était avant Covid. Donc, certes, c'est trop, on est tous d'accord là-dessus, mais quand même, la communication qui est autour de ça était quand même clairement fausse, quoi. Voilà. Mais on- je reprends sur Mbappé, je rebondirai sur un autre sujet tout à l'heure, c'est que je trouve qu'il a été très mauvais, c'est qu'après on lui a posé une question et je ne sais plus sa réponse, mais là il aurait pu prendre le lead là-dessus et il aurait été très, très bon. Mais bon, Ouais. voilà. Mais en effet, mais même on prend l'exemple du Grand Bornand, se déplacer les camions et tout. En réalité, tous les ans, il y a des camions qui viennent, c'est de la neige qui est stockée en amont, en hauteur, pour alimenter cet événement sportif. C'est pas ce qu'il Comme faut tu dis, faire il y ou a pas 6 mois, faire. personne n'en aurait parlé, mais aujourd'hui, ça fait la une des titres. Voilà. Est-ce que ça doit rester à 1400 mètres d'altitude aujourd'hui, parce qu'on sait que de toute façon, il n'y aura plus de neige à 1400 mètres d'altitude à cette époque de l'année maintenant. Est-ce qu'il faut Ça, changer? c'est la vraie question. C'est la vraie question. Et est-ce que les Jeux Olympiques devront exister encore dans 10 ans? C'est la vraie question. Sous le format actuel, c'est la vraie question. Mais ça, on n'a pas encore la réponse. Bon, on commence à avoir une bribe de réponse. Mais ce que je te propose, c'est que justement, on va rentrer dans le détail. Fair Play for Planet. Qu'est-ce qui t'a pris comme ça d'un coup de lancer un label et est-ce que tu t'es dit, mais est-ce que tu dis ça va marcher? Est-ce que c'est pas à contre-courant? Est-ce que c'est pas trop tôt? Comment tu as senti les choses au début? Moi, j'avais cette sensibilisation environnementale. Je suis convaincu que le sport a un rôle majeur à jouer dans cette transition, transformation. Euh, et j'avais envie d'être acteur du changement, clairement. Euh, puis je pense que j'ai une âme de compétiteur parce qu'on m'a dit, j'ai dit, ouais, je vais faire un Ça va jamais label marcher. environnemental. Comment? Ça va jamais marcher et du coup, t'es à fond. C'est Voilà, ça. c'est ça. Voilà. On m'a dit 2 fois, ça va pas jamais marcher. Comme on me l'a dit plusieurs fois dans ma carrière et que ça a duré 17 ans, je me dis, bah, peut-être que ça peut marcher quand même. Et oui, on est dans le sport, c'est encore un peu tôt, mais je pense qu'il faut bousculer les choses. Et tout ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui prouve qu'on n'est pas si tôt que ça en réalité. Il y a aussi une vraie demande, une attente aussi. Et donc voilà comment le premier déclic de l'impact du sport, de mon engagement, et puis de vouloir changer, d'être acteur du changement tout simplement. Et puis aussi, pendant 2 ans, à la section, j'ai pu tester pas mal de choses et on a vu qu'il y avait aussi une attente. Et en plus, je pense qu'on était dans un territoire favorable parce qu'on était le seul club à jouer en vert et on était sponsorisé par le sponsor majeur de la section paloise, c'est Total. Je trouve que le challenge était vraiment intéressant, justement. Et, et justement, l'une des craintes au départ, c'est de dire, mais attendez, les gars, on va se faire taxer dans tous les sens, et machine. J'ai dit, mais attendez, nous, on n'est pas là. Et quand j'étais à la section, et c'est aujourd'hui ce qu'on veut défendre aussi avec les labels, c'est qu'on n'est pas là pour dire qu'on est les plus verts du monde. Non, c'est qu'on est entré dans une démarche progrès et on veut réduire au maximum l'empreinte Conscience des environnementale. impacts, déjà. Déjà conscience des impacts, les identifier, et puis les réduire au maximum. Structurer, planifier et avancer dans cette démarche. Et voilà l'idée un petit peu de la genèse de tout ça. Et puis j'ai commencé à m'entourer de pas mal de monde, me rapprocher de l'ADEME avec qui on a travaillé. Euh, et puis c'est né comme ça avec un pote, un ami de longue date, et puis voilà, des associés. Et puis voilà comment ça s'est lancé. L'idée est vraiment de pouvoir aider les clubs à identifier ce qu'ils font déjà. Donc, tu connais le principe, identifier ce qu'ils font, le structurer et puis le valoriser à travers notre label. Aujourd'hui, notre label, c'est 18 thèmes et vous les avez sous les yeux et plus de 350 critères. Donc, ça va de Combien tu dis? 350 critères. 350 critères, ouais, c'est énorme. Ouais. Ok. L'idée, c'est tout à l'heure, Thomas parlait du transport. Le transport, c'est regarder le transport des joueurs, le transport des collaborateurs ou des bénévoles, des jeunes, mais des supporters.
Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a que de l'avion pour les transports, les joueurs? Est-ce qu'on essaie de mixer transport, train quand c'est possible? Parce qu'évidemment, tout n'est pas possible, hein, et quand Nombre on de dit kilomètres en char à voile, ce genre de choses, quoi. ouais, non, mais oui, mais parfois il y a des bonnes solutions et parfois des solutions qui sont pas forcément les plus avantageuses. Donc, Alors, tu dis 350 critères, ça leur fait pas peur, ça, les clubs, quand tu leur dis pas peut-être au début? si, je leur dis, si, je suis transparent. Non, pour l'instant, non. On voulait quelque chose de structuré. On voulait pas non plus. On voulait quelque chose qui soit aussi. Je sais que les clubs font beaucoup et donc je voulais balayer le plus large possible. Donc non, Ok. après chaque thème est Et ces coefficienté, hein. 350 critères, ils sont relativement éco-répartis, j'ai envie de dire, enfin, également répartis entre Alors, chaque alors pilier. comme dit, on a travaillé avec l'ADEME sur l'identification des caractéristiques et après sur la notation. C'est-à-dire que le transport, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, représente 80% de l'impact carbone, mais je ne pouvais pas dire que le transport représente 80% de la note finale, par exemple. Ouais, d'accord. Parce que sinon, les clubs ont dit, bah oui, tu es gentil, mais personne n'aura ton transport parce que comme la plupart des supporters viennent en voiture individuelle, c'est très compliqué. Mais le transport représente 24% de la note finale, euh, qui est la plus grosse note. Et en fait, chaque thème est réparti un petit peu comme ça. Donc le transport va un quart des points, quoi. C'est ça. Un petit peu moins d'un quart des points, 24 ou 23, D'accord. 23%. Mais voilà. Mais pour qu'il y ait quand même un impact, sachant que donc c'est sur 300 critères, chaque thème est coefficienté, le transport représente le plus important. Et après, c'est une note Si pour. on revient sur le point de le cas d'Mbappé dont on parlait tout à l'heure, est-ce que concrètement c'est possible que l'équipe de France, oui, non, c'était le PSG, pardon. Est-ce que c'est possible que le PSG aujourd'hui fasse un Paris-Nantes en train? Est-ce que concrètement tu penses que, évidemment, physiquement c'est possible, mais avec toute la logistique qu'il y a autour, les problématiques de sécurité, etc., est-ce que tu penses que c'est faisable demain? Peut-être pas aujourd'hui, mais est-ce que demain c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer? Alors, nous, on travaille avec la SNCF, on réfléchit avec eux. On les aide plus ou moins à réfléchir. Aujourd'hui, un Lyon-Lille, en train ou en avion, en train privé ou en avion privé, c'est 4 fois plus cher. D'accord. Déjà, c'est une notion à prendre en compte. D'accord. Aujourd'hui, tous les clubs de foot professionnels, ou la plupart, tout du moins, ont des partenariats avec les compagnies aériennes. La D'accord. SNCF ne sponsorise pas grand-chose, hein. Oui. Non, mais voilà, Ouais. c'est aussi déjà des points à prendre en compte, parce qu'il y a quand même une équation économique qui est quand même importante. Par Donc, rapport au salaire d'un joueur, un déplacement en train, c'est quand même pas. On est d'accord. je suis d'accord, je suis d'accord. Non, mais je dis parce qu'il y a le PSG, mais Oui. le Oui. PSG est un cas à part dans l'univers du sport français quand même, faut quand même le souligner aussi. Mm. Mais on travaille l'Olympique Lyonnais, avec qui nous travaillons, qui réfléchit à faire des voyages en train. D'accord. Euh, Aujourd'hui, tous les voyages sont pas possibles en train. Aujourd'hui, la LFP, donc la Ligue professionnelle de foot, a évalué à 4 ou 5% des voyages qui sont effectués en train. Évidemment, l'objectif, Qui c'est sont faits de actuellement en train, c'est ça? qui sont déjà faits, qui sont faits D'accord. actuellement en train. 4-5%. Donc le reste, c'est de l'avion, quoi. Le reste, c'est de l'avion. L'avion, du bus, Oui, oui. Ou du bus privé aussi, oui. il y a aussi pas mal de bus, hein. On parle de l'avion, mais il y a quand même pas mal de bus. Euh, mais la problématique de la sécurité, elle est complexe parce que demain, on annonce au préfet qu'il y a Mbappé, Messi, et je sais pas qui arrive à la gare, je sais quelle gare en France, ça va être très compliqué. Oui. Enfin, est-ce qu'il faut mobiliser 1000 CRS à chaque fois qu'il y a, voilà, est-ce que l'impact au final ne sera pas pire? Si on mobilise 1000 CRS à l'aller et 1000 CRS au retour, à la gare d'arrivée, à la gare de départ, est-ce que l'impact sera pas pire? Ouais. C'est hyper intéressant comme point de vue, bien sûr, bien Donc, sûr. oui, il faut prendre plus le train, mais est-ce que c'est possible dans tous les cas?
est-ce que demain, si le PSG voyage en train, nous, en tant que spectateurs, en tant qu'utilisateurs de train, on sera prêt à attendre d'avoir 2 heures de retard parce que le PSG va passer devant nous? Parce que eux, l'horaire de train, de match, il va être, il est défini 15 jours avant ou peut-être même des fois une semaine avant. Mm. Donc l'horaire de train va changer. Ouais, bien sûr. Donc va avoir un impact sur beaucoup de monde. Et puis on parle du PSG. Je vis à Paris depuis 3 ans. De voyager dans toute la France, c'est facile. Ouais. Je crois que tu vis dans une région qui est un peu moins desservie par le réseau ferroviaire. 5h30 de train. Une semaine par mois, bien Voilà. sûr. Donc et va demander à Nice d'aller à Brest en train. Ouais. Donc oui, il faut plus de trains, mais aussi il faut que les clubs travaillent avec les collectivités sur des aménagements pour les pistes cyclables, qui valorisent les spectateurs qui vont venir en covoiturage ou en mobilité douce, ou partagée. Enfin voilà. Donc il y a aussi tout ça. Mais évidemment, il faut que la part du train prenne plus de place, mais il faut que des acteurs comme la SNCF jouent aussi leur rôle. Ouais. Et on parle là, donc on a dit 24% de la pondération finale du label est sur les transports. C'est quoi le deuxième item le plus important? Ou est-ce qu'il y en a un deuxième ou deux ou trois? Ensuite, important, il y a l'énergie et l'eau Mais ouais, je vais dire voilà, ça. l'énergie et l'eau qui représentent à eux deux 12-13%. L'alimentation qui arrive très vite, 8%, et après c'est à peu près les plus gros, quoi. Est-ce que ce serait envisageable de jouer sur des terrains dont l'herbe est sèche l'été? Le, je vais poser la question différemment. Alors tout d'abord, il y a des fédérations comme la Fédération de golf qui réfléchit aujourd'hui à, à des scénarios où justement il n'y aurait plus d'arrosage. Donc comment le golf existe encore demain? Mm. Ça, c'est des vraies questions. Ensuite, je pose la question différemment, c'est est-ce que nous, spectateurs, on parle de sobriété énergétique, et aujourd'hui, il y a des engagements qui ont été pris par les ligues pro, de rugby, de foot, pour moins éclairer avant et après les matchs, parce que c'était devenu une aberration, on éclairait à outrance 3 heures avant un match de foot, 1h30, un match ou 2h30 avant un match de rugby, j'ai plus les chiffres exacts, mais bon, réduire l'éclairage avant et après les matchs, en intensité et en durée. Donc voilà. Et potentiellement d'éteindre les spots en journée, parce que les spots restent allumés en journée pour la diffusion, pour la retransmission sur la télé, pour pas que s'il y a un nuage, pour pas qu'il y ait de changement pour le spectateur à la télé. Donc je reviens à ta question, c'est est-ce que nous, spectateurs, demain, on est prêt à continuer à payer 50 € ou 70 € par mois pour un abonnement Canal+ ou autre, pour Bein ou pour Eurosport, pour tous les cités, et de ne pas avoir une pelouse verte parce qu'il n'y aura plus de produits phytosanitaires, d'avoir parfois des écrans qui se brouillent un petit peu ou un peu d'ombre parce que il n'y aura plus d'éclairage. Ça fait un certain retour en arrière, hein, Ouais, mais est-ce que du coup on est prêt à ça aussi? Parce que est-ce qu'on est prêt à payer le même prix? ouais. Et donc, du coup, c'est Non, un... Non, mais c'est des sujets de société, hein. C'est des sujets de société, hein, tout à fait. Je vois l'alimentation aussi. On sait alors non, j'allais dire on sait qu'un sportif mange pas mal de viande. Non, en fait, il y a aussi beaucoup de sportifs qui écrivent des bouquins sur le fait qu'ils sont plus performants sans manger de viande et en étant 100% végétarien. Maintenant, excuse-moi Julien de l'image, mais moi je vois quand même l'image du rugbyman qui se fait une bonne côte de bœuf après son match. son match. Est-ce que c'est encore la tendance? Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur ces sujets-là Je... Joker. Non, non, pas de joker, non, pas de joker. Est-ce qu'il y a un changement? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire oui, non. Ouais. Il y a une prise de conscience, c'est certain. Moi, à titre individuel, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. Tout d'abord, de travailler sur les produits sains, locaux et bio, et j'aime cuisiner, donc c'est quelque chose
c'est important aussi, parce que pas manger du tout fait à l'autre bout de la planète, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire pour sa santé à soi et pour l'impact, c'est pas mal. J'ai essayé de réduire ma consommation d'ondes et j'essaie de la réduire de plus en plus. Mais j'aime aussi manger parfois un bon steak, hein, voilà, je m'en cache pas, j'essaie de le réduire au maximum. Mais après, est-ce que les sportifs, les rugbyman le font? Je sais pas. Et avec ton label aujourd'hui, est-ce que c'est des choses que tu vas recommander justement Oui, mais je veux pas les recommander jusqu'à ce qu'ils mangent chez eux. Oui, bien sûr. Euh, Non, non, on est non, d'accord. par contre, ce qui est mis en place dans les stades, oui. Évidemment, favoriser, déjà réduire le gaspillage alimentaire, déjà c'est un premier point important. Est-ce qu'il est capable de le quantifier et de le réduire? Et je vois, nous, à la section, la première fois, on avait mesuré ce qu'on jetait à la fin des matchs. Ça a fait peur, c'était plus de 100 kilos. Ah oui, Alors, oui, il y avait 10 000 personnes. Mais bon, d'accord. dès que tu commences à mettre de l'eau là-dedans, tu dis: «Ah oui, attendez, là, il faut vraiment qu'on s'attaque au sujet» et puis en fait, tu arrives vite à réduire, et à faire des économies au final aussi. Bien sûr. Hem, je prends un exemple, on préparait tout le temps des sandwichs pour les bénévoles, les jours de match, une trentaine, une quarantaine de bénévoles et en fait, on se rendait compte que les bénévoles, mangeaient, ce qui restait, des salons, des petits fours et cetera, qui étaient pas abîmés évidemment, hein. Ah, du coup, tout de suite, il y avait 40 sandwichs qui partaient directement à la poubelle, quoi. Ouais. Et et donc en fait, ouais, on arrête de les faire et puis, oui, ça est où? Et ce sera bien plus en plus, vous préférez manger ça, c'est très bien. Donc, il y a déjà cette réduction, du gaspillage alimentaire qui est important et puis après, être capable de proposer, des produits de saison, et réduire petit à petit, le carnet. Mais il y a certains territoires où c'est compliqué aussi, et j'en parlais il y a peu de temps avec une journaliste, qui avait été à Brive, il y a quelques années, et qui me disait: «Moi, je suis végétarienne, à part manger des bouts de pain, j'ai rien mangé» parce que, Je vois très bien. c'est une région qui voilà, c'est aussi ancré dans le territoire, de bien manger, de la charcuterie, des foie gras et cetera, donc Et alors, toi aujourd'hui, c'est combien à peu près de clubs labellisés ou en cours? C'est l'ordre alors d'idée, quoi. alors nous, on travaille avec des clubs, évidemment, c'est un sujet important pour nous et on est à une vingtaine de clubs, pros et amateurs avec qui on travaille. D'accord. Donc foot, rugby, principalement, mais on travaille avec un club de hand féminin, on travaille avec la Ligue nationale de hand également. On travaille avec des clubs de hockey, Olympique Lyonnais, quand même. avec l'Olympique Lyonnais, on travaille avec plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, plusieurs clubs top 14. Hem, avec le club pionnier de France, le HAC, le Havre, Athletic Club. On travaille avec les clubs, on travaille avec les événements sportifs également, donc avec une démarche un peu différente. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la démarche, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Et on travaille avec, tous les équipements sportifs, donc piscine, patinoire, stade, aréna, hippodrome. On travaille avec des hippodromes, on travaille avec des piscines, on travaille avec des arénas, on travaille, avec d'autres acteurs également. Et alors, justement, tu peux nous parler de la démarche? Donc la démarche, donc on a de la base de ce référentiel, donc 18e, 350 critères, qui est adapté, hein, suivant les, donc ça c'est pour les clubs, qui est adapté pour les événements évidemment, et qui est adapté pour les structures sportives. Hem, de la base de ce référentiel, il y a un audit, sur place. Alors si on est un club amateur ou un club, ou l'Olympique Lyonnais, c'est plus ou moins long, 1 journée ou 2 journées, avec plus ou moins de personnes évidemment. Mhm. L'idée, c'est un diagnostic classique, hein, c'est, comprendre tout ce qui a pu être, mis en place, et récupérer un maximum de preuves, d'éléments, des actions mises en place. Et puis derrière, c'est l'attribution, nous, du label, donc avec une note minimum pour avoir le label, C'est quoi la note minimum? C'est combien? 40 sur 100. Ok. 40 sur Et 100. là, en moyenne, c'est quoi? Ils ont les clubs ont quoi comme Alors, il y note? a il y a quelques clubs qui n'ont pas le label, D'accord. et la moyenne, on est à moins de 50. Moins 50, d'accord. Donc, Ouais, on a ça moins de monte l'exigence 50 quand même. et on a l'Olympique Lyonnais qui est vraiment au-dessus, qui est à 73, je crois. Et alors, est-ce que Heu, tu peux nous partager, soit à l'Olympique Lyonnais, soit à d'autres,
soit des belles pratiques, des bonnes pratiques, soit des belles histoires ou des success stories, j'ai envie de dire, qui ont pu être intégrées avant ou pendant ou après le label, par exemple? Je, sur la jeunesse du label et comment on a construit le référentiel, donc j'ai repris les études à ce moment-là, moi, et je reviens un peu en arrière, mais Ouais. tu recommences pas. Euh, et j'avais fait travailler des étudiants qui étaient en tourisme durable sur une première version de notre référentiel. L'idée, c'était d'avoir une vision un peu extérieure, pour moi, partir sur une vision un peu extérieure, et pas partir sur des gens qui connaissent le sport, pour pouvoir petit à petit m'ouvrir un peu les chakras. Et dans cette première version du référentiel, il y avait un thème, un critère, c'était faire que les pelouses sportives soient demain plus tondues par des tondeuses thermiques, mais par des herbivores, style brebis. Et j'avais dit, mais attendez les gars, bon d'accord, là vous avez été loin, c'est très bien, mais ça n'existera jamais. Et c'était il y a 4 ans. Et la section paloise, il y a quelques semaines, quelques mois, nous a annoncé que, pas pour tondre la pelouse des pros, mais pour l'enceinte sportive autour du stade, qui est assez vert, pratiquer l'éco-pâturage. Euh, avec, avec, euh, avec des brebis qui étaient récupérées par une association et avec une fauche tardive pour favoriser la biodiversité. Et donc, j'ai trouvé ça chouette parce que je pense qu'il y a quelques années, on aurait trouvé ça, encore une fois, impossible à faire. Et aujourd'hui, ça a été fait. C'est devenu, voilà, c'est super et tout serait génial. Et oui, l'impact, c'est moins de tondeuses thermiques. C'est une biodiversité qui revient parce qu'il y a une fauche tardive. C'est des brebis qui ne sont pas envoyées à l'abattoir ou je ne sais où, qui continuent à être présentes, qui permettent à des enfants de venir au stade aussi, pas que pour le stade, mais en semaine pour venir voir des brebis et tout le jardin qui a été mis en place autour. Donc cette histoire Génial. est assez sympa. Ouais. Ensuite, on a le club des Sables d'Olonne, un club de foot régional, régional 2, donc de petit niveau, qui sont très engagés, qui sont devenus le premier club à mission, Ah qui oui, club à mission, du coup. ouais, Donc, société à mission. voilà, Redis-moi qui c'est? C'est le club de quoi? le TVEC 85. Et c'est quoi là? Tu le connais leur mission ou tu as pas en tête? Non. Je l'ai pas en tête. Non, je Ouais, ok. je l'ai pas en tête. Non. Qui ont supprimé toutes les bouteilles plastiques, qui ont qui ont beaucoup d'actions, qui chaque match aujourd'hui reverse une partie des bénéfices à des associations. Euh, et c'est un petit club, hein, je rappelle, un club régional, hein, donc voilà, qui vient d'être reconnu par l'ONU dans le cadre d'un programme qui s'appelle Football for the Goals, qui met en avant les 17 ODD. C'est le deuxième club à s'être engagé avec nous. Le troisième club à s'être engagé avec nous, c'est l'Olympique Lyonnais. D'accord. Et ça, c'est une grande chance. Et l'Olympique Lyonnais, nous, on a été surpris par tout ce qui est mis en place, vraiment. Euh, et Tu as c'était... quelques exemples, justement, parce que nous, en Ouais, tant que spectateurs, on n'a pas forcément l'idée de ce qui peut être mis en place dans un club. l'Olympique Lyonnais, c'est tout d'abord, quand ils ont construit le stade, c'est travailler avec la collectivité pour que le tram arrive au pied du stade. C'est le stade qui est en plus à l'extérieur de la ville, c'est une piste cyclable qui va du centre-ville jusqu'au stade. C'est un parking à vélo de 500 places couverts dans le stade. Je pense que c'est le seul stade en France qui a ça. Il vient d'inaugurer la plus grande centrale solaire dans une enceinte sportive. Je crois que c'est 40 000 mètres carrés. Peut-être que j'ai des bêtises, hein, c'est peut-être beaucoup. Enfin, c'est la plus Pas grande enceinte. déconnant. Comment? C'est pas déconnant, non, ça peut être ça. Non, je crois que c'est ça, ouais, mais je crois que c'est ça. Mais la plus grande enceinte sportive est de panneaux solaires, donc sur tous les parkings. Ils ont installé, ils ont créé tout euh, un jardin de biodiversité pour sensibiliser les jeunes.
du centre de formation, pardon, c'est une politique d'achat responsable qui est mise en place au sein du club. C'est une réduction des déchets avec une vraie politique de tri en amont avec leurs partenaires et avec en présence dans le stade d'un compacteur de déchets. Alors on est sur d'autres échelles, hein, évidemment, mais voilà tout ce qui peut être fait. Sur la Ouais. sobriété numérique, ils ont mis une charte avec et un suivi des impressions et des consommations et du matériel informatique, basse consommation. Enfin, ils ont vraiment été loin dans tout ça. Et Est-ce qu'ils ont voilà. empêché de faire des têtes pendant les entraînements? C'est une tendance qu'on commence à voir dans pas mal de clubs aussi. Ouais, alors ça, on n'a pas, ils ont pas encore, je sais qu'ils y réfléchissent à ça, Ouais. mais je sais pas où ils en sont exactement. Ouais. Il nous reste 2-3 minutes, donc je veux voir s'il n'y a pas des questions. Je rebondis sur ce qui a été dit à un moment, et en effet, je trouve que les clubs ne communiquent pas beaucoup sur ce qu'ils font. C'est dommage car c'est très positif, effectivement. Est-ce que toi, derrière, tu as un plan de communication? J'ai regardé en même temps que tu parlais là du club des Sables d'Olonne, hein, qui notamment parlait de ton label, puisqu'ils sont labellisés aussi, il me semble, que tu as la mission aussi. De communication qui est faite derrière tout ça? Ça a coupé un petit peu, j'ai pas tout Ah entendu. oui, pardon. Est-ce qu'il y a une campagne de communication qui est faite derrière? Le label que tu décernes permet de communiquer dessus? Oui, bien sûr, bien Que sûr, bien si c'est sûr. moi ou si c'est. Oui, Ouais. ça coupe un petit peu, mais je crois comprendre ta question. Oui, oui, bien sûr, nous, on valorise disons, toutes les actions qui sont menées au sein des clubs. Mais eux peuvent utiliser évidemment le logo. On va organiser notre première soirée événement Fair Play Planète pour mettre en lien tous les acteurs avec qui on travaille. Évidemment, on communique sur tous ces engagements sur les différents réseaux sociaux parce que on est aussi influenceur comme Positive for Play. Tout à fait. Un grand merci, Julien. Un immense merci. J'ai personnellement passé un excellent moment. On a abordé plein de sujets très riches. Merci à Thomas d'avoir préparé ce webinaire aussi et pour les chiffres qu'on pu ressortir. Si vous avez des questions, Fair Play for Planet, vous allez et vous trouvez ça sur Internet. Bravo Julien pour tout ce que tu fais. Continue, on est là derrière toi, hein. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.